Donc, j'ai mis ma photo juste pour dire la tonalité de l'exposé, qui sera plutôt fun. On va aussi s'amuser, parce que les idées fausses, c'est une façon de s'amuser. Alors, livre anti-tabac pour aider les gens à arrêter de fumer. On sait tous que ces livres, malheureusement, ne se vendent pas beaucoup, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils se piratent très bien. Voilà. Et donc, beaucoup de gens ont pu le lire, et j'ai eu le plaisir de le rendre gratuit lors de la journée sans tabac avec Amazon et Ubox et d'autres comme ça. Donc, il faut bien sûr continuer à éduquer, mais très clairement, il faut être multimédia et avoir beaucoup de gens qui se mobilisent. Alors, vous connaissez tous OnLink, l'inventeur de la cigarette électronique, et donc je ne vais pas redévelopper ça. Et puis vous connaissez aussi Margaret Chan, qui est présidente de l'OMS et qui s'est toujours opposée à la cigarette électronique. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment notre histoire à nous, les humains. Les humains, on adore la tragédie. Parce que, vous voyez, si cette personne, Margaret Chan, était favorable à la cigarette électronique, disait oui, c'est un dispositif extraordinaire pour arrêter de fumer, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là parce que ça serait une évidence, on passerait notre temps à convaincre des malades, j'allais dire, des fumeurs d'arrêter de fumer. Voilà. Et de même qu'on ne serait pas là si OnLink n'avait pas inventé ce dispositif. Et la tragédie humaine, ce qui est extraordinaire, vous savez que les plus belles histoires d'amour sont les histoires impossibles. C'est celles qui font les romans, les théâtres. Et bien là, on a une histoire impossible. Et c'est de la tragédie. Et comme on le dit en philosophie, c'est une tragédie terrible parce qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord tous les deux. On voit très bien qu'ils vont se mettre dessus et ça nous donne une histoire mauvaise. Voilà. Et voilà. Donc l'histoire, la cigarette électronique part sur cette tragédie-là et qui est, à mon avis, absolument terrible. Il faut espérer que il y aura ça va pas se terminer comme Bérénice. J'ai vu quelqu'un qui avait prénommé sa fille Bérénice la semaine dernière. Je me demandais s'il avait lu Racine, parce que moi, j'aurais jamais fait ça. Mais bon, nous sommes ici réunis pour des raisons tragiques. Et il faut espérer que cette tragédie va se terminer et qu'il y aura des changements de position. Ça, c'est vraiment la première chose que l'on peut souhaiter. Je vais continuer mon exposé en prenant des mots et en développant. Et celui-là, je vais passer vite. Vous savez tous, le tabac, la combustion, monoxyde de carbone, particules fines et le goudron. Donc, je saute. Mais néanmoins, quand même, pour rappeler que cette chose importante, c'est qu'avec les SNUS, du tabac sans combustion, eh bien, on voit que les SNUS ne donnent pas de cancer du poumon et ne donnent pas de cancer de la bouche. Et ça, c'est fondamental. On voit bien que tout l'aspect cancérigène du tabac vient de la combustion. Au passage, notez que c'est une étude de 2007, on y reviendra, parce qu'en 92, on a interdit à la Suède, enfin au début, quand elle devait rentrer en Europe, on voulait lui interdire l'usage du SNUS et puis finalement, elle a eu une dérogation, elle est le seul pays à l'utiliser. Et le motif, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas d'études. Bon, vous connaissez cette tirade que l'on nous oppose constamment. Alors, deuxième mot-clé, les aldéhydes. Alors, c'est une idée fausse que je trouve... Alors moi, je tiens à dire ici que la cigarette électronique m'a énormément appris en tant que tabacologue. Ça m'a fait reviser tout ce que je croyais connaître et vraiment repenser les choses complètement. Les aldéhydes, alors ça, on a vu beaucoup d'articles, de poisons, etc. Et ce que j'aimerais juste rappeler, du coup, je me suis repenché sur les aldéhydes. Je ne voudrais pas vivre dans un monde sans aldéhydes, très clairement. D'abord, on ne pourrait pas. C'est des organismes, c'est des molécules tout à fait naturelles et qui font partie de la vie. Pourquoi ? Si on n'avait pas d'aldéhyde, il faudrait enlever tout ce qui fait le goût, toutes les herbes de Provence, tous les aromates, etc. C'est les aldéhydes qui les transportent jusqu'à notre nez. Il faudrait éliminer toute la caramélisation que l'on utilise quand on fait cuire avec une poêle de divers aliments. C'est de la choline, encore un aldéhyde. Et par exemple, il ne faudrait plus boire de vin parce que là, on va, dans notre organisme, fabriquer de l'acétaldéhyde. Bon. Et
là aussi, moi, personnellement, je préfère boire un petit peu de vin et je trouve que la vie sans serait dommage. Donc en fait, on s'aperçoit qu'au cœur de nos plaisirs, il y a nos aldéhydes. Et c'est même au cœur de la vie. Regardez, nous produisons tous, nous sommes des êtres biologiques composés d'atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, les trois de base que l'on combine différemment. Et dans notre intestin, notamment, on combine un atome de carbone avec 4 hydrogènes. C'est le gaz naturel qu'on appelle le méthane, que tous les êtres vivants organisent, fabriquent. Et dès que ce méthane apparaît à l'air, ça devient du méthanal, que l'on retrouve dans toutes nos petites productions privées. Et ce méthanal, c'est un autre nom du formaldéhyde, voilà, c'est tout. Et ce formaldéhyde, c'est ce même formaldéhyde qui, lui, va transporter tous les arômes du romarin ou d'autres choses à notre nez. Mais Monsieur Prel, je me permets de vous couper juste sur ces aldéhydes. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Et j'en avais d'ailleurs discuté aussi avec Jean-François Etter, qui est présent dans cette assemblée. Il m'avait dit quelque chose d'assez simple. Il m'a dit, c'est la dose qui fait le poison. Donc là, la présence éventuelle de ces produits-là, très bien. Mais de quelle dose parle-t-on ? Voilà. Ah ben justement, alors merci pour cette transition, parce que justement j'avais parlé de l'effet dose après, et avec l'exemple des petits pois. Il n'existe pas de molécule, même l'eau, même l'oxygène, qui ne soit pas toxique à forte dose. Il y a toujours une dose à partir de laquelle on peut tuer quelqu'un avec de l'eau ou de l'oxygène. Voilà. Pourtant, il n'y a rien de plus vital que l'eau et l'oxygène. Eh bien, il faut comprendre l'effet dose. Et par exemple, quand on parlait du méthanal ou formaldéhyde, c'est uniquement sous certaines formes à très très forte dose utilisées dans la fabrication de colle que l'on observe un effet cancérigène. Et c'est des effets très élevés. Alors, moi, l'un de mes patrons, le professeur de Cavazo, il disait les gens ne comprennent rien à l'effet dose, ce qui est vrai, je vous confirme, les gens ne comprennent rien. Il disait, moi, le meilleur exemple que je puisse donner, c'est les petits pois. Vous prenez une poignée de petits pois, je voulais vous l'amener, puis j'ai malheureusement oublié. Les petits pois, vous les lancez sur les gens, et puis vous dites, bon, combien il y a eu de blessés, combien il y a eu de morts? Vous dites non, personne n'est blessé, il n'y a pas eu de mort. Voilà. Maintenant, je prends 1 kilo de petits pois dans une boîte et je le lance pareil, et voilà, c'est ça l'effet dose. Une boîte d'1 kilo, quand on la prend dans la figure, ça fait mal, ça peut blesser, alors que des petits pois en grains qui arrivent comme ça fait pas mal du tout, ça fait rigoler. C'est ça l'effet dose. Donc il y a un effet. Et à dose naturelle, ces aldéhydes sont tout à fait banaux. Et dans les doses que l'on a dans la cigarette électronique, on est très très loin. Très très loin, c'est cette logique que je vous ai décrite de ces gaz comme le méthane qui vont se transformer en méthanal. On est très très loin de doses toxiques. Donc pour moi c'est un non-sujet. Mais néanmoins, l'effet dose est terrible parce que c'est devenu le problème de notre société qui maintenant a peur de tout. On va voir l'effet dose. Maintenant, vous avez vu que la viande est devenue toxique. Merci, grâce à l'OMS. Bon, parce qu'on avait bien des études disant qu'il ne fallait pas en manger trop, mais maintenant vous allez voir que l'effet dose va faire que beaucoup de gens sont privés de manière considérable. Et on voit cette peur qui se diffuse. Donc merci de comprendre cette notion-là. Alors, l'idée fausse suivante, les arômes, je l'aime particulièrement parce que je suis tombé dedans. C'est vrai qu'au début, je me disais, oui, bon, c'est vrai, les arômes alimentaires qui sont utilisés dans la cigarette électronique, je me disais, oui, on les avale, donc on les inhale pas. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on les inhale à long terme? Mais vous savez que c'est une grosse blague. C'est une grosse blague parce que quand vous mangez quelque chose avec des arômes, eh bien, c'est pas dans votre estomac qu'il y a des récepteurs qui vont détecter les arômes, c'est dans votre nez. Et quand vous mangez, tous les arômes passent en phase gazeuse et vont donc stimuler le nez qui vous permet de savoir quel goût ça a. Quelqu'un qui perd l'odorat ne peut plus percevoir les arômes, il perd les goûts. Il n'a plus que sa langue pour lui dire salé, sucré, chaud, froid, enfin des choses très très basiques. Mais c'est le nez, les arômes. Et tous les arômes, même ceux qui sont alimentaires, sont inhalés. Donc rien de nouveau. Et donc tout cet argument qui nous a été opposé si souvent est un non-argument. Désolé, mais un arôme, par essence, c'est inhalé. Sinon, ce n'est pas un arôme. Cette notion de température par rapport à la vaporisation utilisée dans la cigarette électronique comparée à un plat au four, est-ce que vous faites... Oui.
Non, mais ça change rien. De toute façon, on va être dans des chauffages, cigarettes électroniques 60 degrés, plat au four 200 degrés, 150, 220. Bon, c'est pas des choses terribles en tout cas. Mais fondamentalement, c'est ça. C'est un arôme par essence est inhalé. Donc à partir de là, la question quel sera l'effet à long terme d'un arôme inhalé sur la santé? Eh bien, je peux vous la donner. Et l'effet sera nul. Voilà, parce que depuis que l'humanité existe, ben, la vie est agréable grâce aux arômes. Et si nous enlevions les arômes, eh ben, c'est toute la cuisine qu'il faudrait enlever. Ça serait absolument terrible. Alors, l'idée fausse des particules fines. Alors, bon, ça là, vous l'avez tous connu et je vais passer rapidement, mais c'est vrai qu'on a inventé le mot particules fines. Au début, on les appelait particules fines solides. C'était tous les produits de la combustion qui partaient dans l'air, le diesel, tout ça. Et puis, à force, on s'était dit, bon, c'est évident qu'elles sont solides parce que on va pas répéter ça tout le temps. Donc, c'est devenu les particules fines. Puis après, quand est arrivée la vapeur, on s'est dit, oui, mais c'est bourré de particules fines, ce truc. Évidemment, puisque c'est de la vapeur. Et la vapeur d'eau est remplie de particules fines, parce que c'est ce qui lui permet justement d'être aérien, d'être véhiculé par l'air. Donc en fait, il y a entre des particules fines liquides, absolument sans danger, et des particules fines solides, qui sont dues à des produits de combustion ou diesel ou autre, eh ben c'est pas du tout la même chose. Mais néanmoins, vous avez vu un reportage Arte, par exemple, cette année, qui a fait tout un cinéma autour des particules fines dans la vapeur. C'est quand même assez effrayant, finalement. Là, on retourne au Moyen-Âge, hein, je suis désolé, mais il y a pas photo. Tous ceux qui vont dans un hammam ou un sauna, ils s'absorbent des doses terribles de particules fines liquides. C'est absolument inouï. Bon. Propylène glycol. Alors ça, c'est un produit qui est vraiment très intéressant parce que finalement, l'idée de départ de Onkling, c'était qu'il fallait de la vapeur pour que les gens aient le sentiment de retrouver un usage plaisant. Et en tout cas, son père n'arrivait pas à arrêter de fumer avec les substituts classiques. Donc son idée était absolument géniale. Et le propylène glycol, voilà, vous allez comprendre pourquoi je vous mets ça. Le propylène glycol est un produit d'abord, que l'on utilise depuis plus de 40 ans, il garde l'humidité, donc il garde l'eau. Donc on l'utilise dans beaucoup d'aliments. Quand vous achetez un pain de mie, s'il va durer plus de 2 jours, c'est qu'il y a du propylène glycol dedans. Dans vos cigarettes de tabac, il y a du propylène glycol, sinon elles sèchent très très vite. Et donc dans l'alimentation, dans les médicaments, il ne se passe pas une journée sans que nous prenions tous du propylène glycol. Et on ne pourrait plus vivre sans, parce que si on l'enlevait de la chaîne alimentaire, eh bien, il faudrait réorganiser toute la chaîne du frais, parce qu'il y aurait beaucoup de produits qui seraient périmés très très vite et ça serait absolument impossible. Alors le principe du propylène glycol, c'est que quand je le chauffe un peu, il va condenser les molécules d'eau qui sont autour de lui. C'est comme ça qu'on fait de la vapeur dans les théâtres. Et c'est comme ça que fonctionne la cigarette électronique. Ce qui veut dire que la vapeur que le vapoteur va inhaler, c'est de l'eau. C'est de la vapeur d'eau. Et si vous vous amusez à vapoter dans un désert, comme ça, avec hygrométrie 0, eh bien, vous n'allez pratiquement pas faire de vapeur. La seule vapeur que vous allez pouvoir faire, c'est l'eau que vous avez dans vos poumons et dans votre gorge, où le propylène glycol ira en chercher un petit peu, mais votre système ne marchera pas. Autrement dit, c'est pour ça qu'avec un petit flacon de 2 millilitres, on arrive à faire de la vapeur correspondant à la fumée de 5 paquets. Parce qu'il en faut très très peu pour arriver à produire toute cette vapeur d'eau. Et fondamentalement, la vapeur que l'on vapote, c'est de la vapeur d'eau. Voilà, c'est le mécanisme simple du propylène glycol. Alors ça, c'est une notion qu'il faut vraiment rappeler, parce que les gens, c'est pas du propylène glycol qu'ils inhalent, mais c'est de l'eau. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et donc dans la vapeur, effectivement, on va trouver de l'eau, de l'alcool s'il le faut, parce que faut que ça fonctionne bien avec les arômes. L'alcool a des doses très très faibles. Quand vous faites les calculs, c'est ridicule. Et puis de la nicotine. Au passage, je m'occupe d'un mot qui est le mot AFNOR. C'est une très très belle démarche que vous avez tous initiée ici. Et je crois que pour rassurer les gens, c'était une démarche tout à fait essentielle. On arrive sur le mot nicotine.
dont Jacques a beaucoup déjà parlé. Pardon, je me trompe de sens. Et ça nous amène plein de mots. Donc, je vais vous dire, moi, ce que j'ai appris sur la nicotine. D'abord, il y a une chose, c'est que je me suis rendu compte que dans toutes les études que l'on avait sur la nicotine en cours de tabacologie, soit c'était de la nicotine injectable, soit c'était de la nicotine de la fumée, du tabac, autrement dit, avec tous les autres poisons. On n'avait aucun système, finalement, de nicotine inhalée quasiment pure pour analyser son effet. Et grâce à la cigarette électronique, on a maintenant un véhicule de nicotine par le poumon qui nous amène de l'eau et de la nicotine. Voilà. Donc ça nous permet de bien voir quel est l'effet de la nicotine inhalée, chose que l'on n'avait vraiment pas avant. Eh bien, grâce aux travaux de Farsalinos notamment, eh bien, on voit que la nicotine inhalée n'a pas d'effet sur les artères coronaires, qui était l'une des... Alors, la nicotine toxique pour le bébé. Alors ça, c'est fantastique parce que finalement, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, on n'a pas d'études qui sépareraient la nicotine des produits du tabac avec la combustion et le monoxyde de carbone. Et on sait très bien, pour faire simple, que c'est le monoxyde de carbone qui, chez la femme enceinte, est le plus terrible parce que ça revient à diminuer l'oxygène qu'elle va amener à son bébé de 10% et tout est diminué de 10% jusqu'au poids du bébé qui est diminué de 10%. Et c'est par ce monoxyde de carbone que les fumeurs se font énormément de mal. Donc vous invitez à bien faire la différence entre tabac, nicotine et combustion ? Oui, mais les tabacologues le font aussi. Quand les tabacologues prescrivent des substituts nicotiniques, patch, gomme aux femmes enceintes pour qu'elles arrêtent de fumer, c'est bien parce qu'ils savent, et ce sont les recommandations, que le tabac chez la femme enceinte, c'est absolument terrible. Donc oui, je crois qu'il n'y a pas d'une nicotine, la nicotine de la cigarette électronique est la même que la nicotine des substituts nicotiniques. Soyons clairs là-dessus. Je vais passer sur cerveau et autotitration, Jacques l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'on parle toujours de surdosage, alors que finalement, notre cerveau, c'est lui-même qui fixe la dose. Donc tant qu'il n'en a pas assez, il continue à fumer, à vapoter, puis quand il a eu sa dose, il arrête de vapoter. C'est le système de satiété qui fonctionne pour la soif, pour la faim, pour la nicotine, pour tout. Donc pas de sujet de ce côté-là. Point intéressant. On va y revenir, mais le point intéressant, c'est l'acétylcholine. Comprendre comment la nicotine fonctionne est essentiel parce que on va voir que ça a des conséquences. En fait, nous avons dans notre système nerveux des neuromédiateurs qui sont modulateurs, comme la dopamine, la sérotonine, et puis vous avez des modulateurs, je dirais, de fond, qui permettent le transfert des grands influx nerveux. Parmi ces grands neuromédiateurs, il y a l'acétylcholine qui contrôle tout le système nerveux musculaire et une grosse partie de la cognition des pensées et une grosse partie des processus de mémoire. Eh bien, si vous mettez un anti-acétylcholine à quelqu'un, on le fait en anesthésie tous les jours, c'est un curare, eh bien on va le paralyser parce qu'on arrête la transmission de l'acétylcholine. Eh bien, où agit la nicotine? La nicotine, il y a un récepteur au niveau de ce système qui va stimuler prolonger le passage de l'acétylcholine. Ce qui fait que concrètement, avec la nicotine, on a un effet stimulant et qui fait que l'on va bouger plus vite, penser plus vite, mémoriser plus vite. Et c'est les temps de réponse aux tests qui vont diminuer. Et c'est là que le cerveau trouve son plaisir pour ceux qui trouvent du plaisir à cela. Donc ça, j'y reviendrai je referai un petit point encore là-dessus plus tard. Alors ce qui est intéressant aussi, et c'est sur le même sujet, c'est la dépendance et comprendre comment ça se met en place. Quand on fait un cours de tabaco, on apprend quels sont les signes de la dépendance, manque de tabac, etc. Et on décrit un certain nombre de choses. Mais en fait, quand on réfléchit, ces signes de la dépendance, ces signes du manque sont les mêmes pour tous. Si vous manquez de sucre, vous allez manquer de concentration, vous allez être irritable, etc. Tous ces signes qui vont faire. Et puis au final, le seul distinguo entre le sucre et le tabac, c'est que
l'un des signes, vous aurez envie de sucre, de l'autre côté, vous aurez envie de fumer. Voilà. Mais les signes du manque sont exactement les mêmes. Alors vous faites souvent la distinction, je me rappelle, on s'était déjà parlé l'année dernière au VAP Expo, la distinction entre addiction et dépendance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu cette notion-là qui, à mon avis, est un petit peu importante à rappeler? Oui, bon, c'est simple. Alors ça, en revanche, ça, on le connaissait. Mais oui, c'est que une dépendance. Ben, en fait, à chaque fois que l'organisme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a des choses qui sont vraiment programmées génétiquement et d'autres qui le sont, mais que si on rencontre le produit. Et pour beaucoup de choses, nous ne pouvons pas vivre sans système de récompense. Qu'est-ce que c'est le système de récompense? C'est le système système nerveux qui me fait choisir A plutôt que B parce que le cerveau préfère A. Quand j'ai testé A une fois, il a trouvé ça bon et donc il a envie de recommencer. Et le système de récompense, c'est l'envie de recommencer. Et ce système de récompense, il fonctionne pour tout. Et c'est fondamental parce que c'est ce système qui nous permet de ne pas prendre B parce qu'on sait que ça nous plaît pas et de toujours prendre A. Et ça fonctionne pour le sucre, pour la nicotine, mais pour énormément de choix. Si les gens que j'aime bien, tout ce que j'aime faire, c'est un système qui est absolument fondamental et qui est. Alors tant qu'on est dans cette logique-là, je dirais, c'est la dépendance naturelle. Et elle ne fait pas mal. L'addiction, ben, c'est la dépendance d'un produit qui nous fait mal. Voilà. Et là, le tabac, pour ça, c'est terrible parce que on a envie de recommencer, c'est la dépendance, mais en recommençant, on se tue, c'est l'addiction. Alors, la question qui vient tout de suite avec la dépendance, c'est le mot jeune. Et là, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai véhiculé pendant longtemps une idée fausse et qui explique, je pense, en grande partie l'échec de notre politique vis-à-vis des jeunes par rapport au tabac. Parce qu'on dit, il ne faut surtout pas que tu commences parce que le jour où tu vas commencer, tu vas être accroché. Et tu ne pourras plus te séparer du tabac. Eh bien, le jeune, il essaye et puis il voit que non. Il arrête quand il veut. Il arrête quand il veut, pourquoi? Parce que les signes de dépendance chez le jeune mettent 3 mois à 3 ans à se mettre en place. Et tous ceux qui ont fumé ici, je sais qu'il y en a beaucoup, ils le savent. Et donc mettons l'exemple de 3 mois, moi ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai fait ce que j'ai voulu. Donc le soir, le week-end, les vacances, et les parents n'y voyaient que du feu, et j'arrêtais quand je voulais. Puis du coup, le message, oui, il faut jamais fumer sinon on se fait accrocher. Bah oui, je dis oui, d'accord. Les autres, oui, moi, non. Voilà. Et c'est ce que nous disent les jeunes. Oui, moi je me fais pas accrocher, désolé, j'arrête quand je veux. Jusqu'au jour où la dépendance s'est mise en place. Et là, d'un seul coup, on ne peut plus s'en passer et on va faire 50 km pour acheter son paquet de tabac. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale à comprendre parce que c'est ce message-là qu'il faut passer aux jeunes. Il faut toujours dire la vérité. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et la vérité, c'est que cette dépendance à la nicotine met du temps à se mettre en place. Et nous avons des niveaux de dépendance qui sont dans les produits, après qu'on s'intéresse de près, qui sont absolument très différents. La dépendance au sucre, par exemple, elle est magique, elle est quasi instantanée. C'est-à-dire quelqu'un qui se met à goûter du sucre, très vite va y aller et va en vouloir d'autres et va vouloir continuer. La dépendance, par exemple, au sexe, avec le premier orgasme, pof, ça déclenche tout de suite une envie de recommencer. Avec la nicotine, c'est pas ça du tout. Il faut du temps. Voilà. Donc, vous voyez qu'à la fois on active notre système de récompense, mais que pour la nicotine, c'est pas vrai. Alors, puis, il y a une dimension, j'imagine, aussi physique et comportementale qui est très importante, au-delà de cet aspect physique de la nicotine. Oui, bien sûr, mais là, bon, je voulais pas trop rentrer là-dedans, mais ce que je voulais surtout passer, c'est ce message que quand on dit aux jeunes, vous allez être accrochés tout de suite, c'est pas vrai. Moi, maintenant, ce que je leur dis, écoutez, si vous goûtez à la nicotine, vous allez être pendant 2 mois, 3 mois, peut-être 1 an, vous allez être content de vous vous sentirez libre, plus fort que les autres, parce que vous allez pouvoir arrêter quand vous voulez. Et puis un jour, vous vous réveillerez et vous pourrez plus vous en passer. Et ça, vous savez pas quel jour ça va arriver. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille de vraiment pas y aller. Voilà. Et ce message, j'ai vu que, parce que beaucoup de jeunes ont essayé comme ça, quelques tafs, comme disait Jacques, ils le comprennent. Ils se disent, peut-être que... Mais du coup, ça correspond à leur expérience. Et du coup, ils le croient. Alors ça m'amène à l'effet passerelle de la cigarette électronique, parce que,
Moi, je l'ai jamais vu, personnellement, je l'ai jamais rencontré, mais on sait que ça existe, de jeunes qui sont passés par la cigarette électronique et au tabac, mais c'est mathématique, c'est comme un mouvement brownien, quand les molécules vont dans tous les côtés, à un moment donné, elles se heurtent. Donc, qu'un jeune entre 13 et 18 ans essaye diverses choses, c'est tout à fait naturel, et que parmi les essais, il y en a qui aillent d'un côté ou de l'autre, c'est possible. Mais ce qui est très bien expliqué dans le rapport anglais et que l'on voit, c'est que comme la dépendance ne se met pas en place tout de suite, si je commence avec la cigarette électronique, très vite, eh bien, je vais avoir tous les inconvénients de la cigarette électronique. Ce bazar qu'il faut recharger le soir, il faut acheter des liquides, il faut les mettre dedans. Enfin, il y a tout un entretien. Puis au bout de 3 semaines, il y a l'atomiseur. Il fait celui-là, il marche plus. Enfin, vous connaissez ça. Il faut quand même en avoir envie et être un amateur pour passer par là. Eh bien, donc très vite, les jeunes se lassent et arrêtent. Donc ils vont faire un essai et puis ça va finir dans un tiroir. C'est ça l'expérience de la très grande majorité des jeunes. Et ça, l'effet passerelle n'est pas du tout une réalité. Et du reste, on ne la retrouve pas dans les chiffres. Donc, j'ai repris celui-là, qui était publié par Paris Sans Tabac et le professeur Dodzenberg, mais il y a d'autres études qu'a cité Jacques tout à l'heure. Les gestes, alors oui, juste pour reprendre, vous savez, les gestes, si on commence à interdire les gestes qui ressemblent à, on peut aller très loin. Là, je ne sais pas si c'est du champagne, du champomis, voilà, et je pourrais interdire. Et nous oublions là aussi que nous avons un cerveau qui est extraordinaire. Nous sommes capables, à 500 mètres, on voit quelqu'un, une silhouette, on sait si c'est un homme, une femme, un peu plus près, on sait reconnaître si c'est un ami à sa façon de bouger. Mais très vite, notre cerveau, il est parfaitement capable de reconnaître si quelqu'un vapote ou fume. Et il n'y a pas de souci, on n'imagine pas à quel point nous sommes doués sur ce plan-là. Mais ça nous amène à la normalisation, et la normalisation, c'est une grande thématique qui est liée au geste. Alors évidemment, c'est un sujet qui peut venir d'une certaine école normale peut-être, mais non, en fait, c'est pas le bon mot, c'est pas normalisation, mais c'est dénormalisation. Et il faut arriver finalement. La dénormalisation, je regarde juste ce que j'ai mis après, oui, voilà. La dénormalisation, c'est finalement interdire ce qui pourrait être nocif. Alors, je vais prendre un exemple, et c'est efficace la dénormalisation, mais par l'absurde. Je prends un exemple. Vous prenez les préservatifs, vous voulez protéger les jeunes contre l'hépatite B et le sida. Et donc, vous leur donnez des préservatifs. Ça, c'est de la réduction de risque. Au moins, ils vont prendre un risque, mais avec leur préservatif, ils auront moins de risques. La réduction de risque, c'est ce qu'on fait avec la cigarette électronique. Au moins, en vapotant, c'est infiniment moins dangereux que le tabac. Et puis, vous avez la dénormalisation. Alors, dénormalisation, vous dites aux jeunes, vous ne faites plus l'amour. Et là, je vous garantis que si les jeunes ne font plus l'amour, il n'y a plus de sida, il n'y a plus d'hépatite B, c'est fini. Voilà. Donc, ça marche, la dénormalisation. Oui. Mais ça marche dans un monde qui n'existe pas. Et ça ne marche pas avec les humains. Et c'est vrai que nous avons ici quelque chose de grave. Alors on comprend qu'à un certain moment, on ait voulu dénormaliser le tabac, c'est-à-dire que dans les films, on voit moins de fumeurs, etc. Et c'est normal de soutenir cette politique-là. Mais à un moment donné, il y a un effet dose. Et l'effet dose, nous sommes en train de rentrer dans la toxicité de l'effet dose. C'est-à-dire que pour interdire jusqu'au bout, pour dénormaliser jusqu'au bout, eh bien, on va interdire la solution qui permettrait à des millions et des millions de fumeurs de sortir du tabac. Eh bien, c'est l'effet pervers de la dénormalisation. Le vapotage passif, je vais passer rapidement, vous connaissez ça mieux que moi, mais c'est vrai qu'on l'a entendu et en fait, il n'y a pas de vapotage passif, tout simplement parce que le tabagisme passif, c'était la possibilité d'attraper, entre guillemets, un cancer ou un infarctus avec en étant à côté de fumeurs. Eh bien, on a des effets, c'est pas possible parce que
on n'a pas de flux secondaire avec la vapeur, donc c'est ce flux secondaire, c'est ce flux qui va sortir de la cigarette toute seule et qui va enfumer la pièce, qui est bien chargé en goudron et en monoxyde de carbone, eh bien, ce qui est particulièrement toxique. On n'a pas ça, et en plus la nicotine qui va passer d'un vapoteur à un fumeur, c'est doses 1000 fois moindres chez le non-fumeur. Donc vous voyez, maintenant que vous avez compris l'effet dose, nous sommes à des effets petits pois. Puis il y a aussi peut-être cette notion de particules fines. On sait qu'avec le tabagisme passif, il y a des particules qui restent dans la pièce, même après avoir aéré la pièce. Là, dans le cadre de la cigarette électronique, c'est une notion qui est absente. Oui, absolument. C'est très clairement absent, et bon, on peut développer, mais la vapeur va pas loin, ne s'accroche pas, etc. C'est tout à fait différent. En tout cas, tout ça nous amène au doute, et qui est devenu, le doute est terrible. Et en fait, je crois que dans notre psychologie, puisque finalement depuis le début je vous parle que du cerveau, et dans notre psychologie nous ne supportons pas le doute. Quand quelqu'un nous aime, si on a un doute, ça peut tout foutre en l'air. Ça fait partie des tragédies humaines. Et donc un petit doute, et hop, on n'y croit plus, et hop, on va prendre des décisions débiles. Tout ça à cause du doute. Moi, je vois par exemple la vaccination, vous savez tous que c'est dramatique. Je parlais d'hépatite B, mais vous savez, aujourd'hui, l'hépatite B, qu'est-ce que c'est? C'est un homme, une femme de 45 ans qui a 2 enfants, qui est bien dans sa vie, puis on lui apprend qu'il a un cancer du foie. Et voilà, et donc, qu'est-ce que vous avez fait 20 ans avant? 20 ans avant, bah oui, voilà, pas vacciné, rapport sans préservatif, et youpi, et on est parti tranquillement pour une hépatite B, 1500 cas par an. Et vous voyez les gens qui ont peur de vacciner leurs enfants, alors qu'il y a 300 ou 500 000 personnes infectées en France, et des millions dans le monde. Et on ne veut pas les protéger contre ça, parce qu'on a peur. Je ne vais pas développer le sujet, mais récemment j'étais dans un groupe, une grosse société, 6000 employés, ont proposé la vaccination de grippe gratuite. Il y en a 10 qui sont allés se vacciner. Alors moi, heureusement, je n'étais pas vacciné, donc je me suis vacciné. Et puis j'ai pris une dose pour ma fille qui le soir a eu une surprise d'être vaccinée. Mais bon, c'est fou cette peur, et nous rencontrons la peur dans la cigarette électronique. C'est pour ça que moi, je me suis rendu compte d'une chose par rapport à cette peur, c'est que si on veut entraîner, le doute est d'une toxicité effroyable. Et dans nos messages, malheureusement, on se doit d'être un petit peu caricatural. Parce que si on laisse place à notre doute, qui peut être légitime sur le plan scientifique, eh bien on se rend compte que de l'autre côté, ça va partir finalement en inaction. Les femmes enceintes, donc si vous avez suivi, elles ont été normalisées, hein, parce que c'est juste un petit jeu de mots au passage. C'est tellement grave de fumer chez elles que moi, un cadeau que je propose de faire, moi, si ma fille me dit qu'elle est enceinte, et par hasard elle ne fume pas, grâce à Dieu, mais je lui offre tout de suite un détecteur de monoxyde de carbone pour qu'elle puisse mesurer l'effet sur son bébé tout de suite et comprendre à quel point c'est dangereux. Mais il faut un retour d'information immédiat. Hein, et c'est pas une mesure de temps en temps. Bon, c'est un investissement de 300-400 €. Je crois que je ferai ça pour mon petit-fils ou ma petite-fille. Mais c'est vraiment fondamental. Là, il n'y a aucun doute. Il faut pas qu'elle fume. Ensuite, après, on aborde le sujet de l'interdiction dans les lieux publics, avec toutes les conséquences qu'on a tous déjà développées ensemble ici. C'est interdire la cigarette électronique au bureau. Moi, je le vois. Il y a dans des entreprises dans lesquelles on a interdit de manière non réglementaire, la cigarette électronique. On voit les vapoteurs dehors et on les voit se remettre au tabac. Je pense à une entreprise notamment. Et puis, il y a quelques entreprises où on a une tolérance qui s'est installée, mais c'est tout simplement à chaque fois parce que à la tête, il y a un vapoteur. Hein, c'est quand même ça qui est déterminant. Et bien, les gens peuvent vapoter, et bien dans ces cas-là, dans ces entreprises-là, on fume beaucoup moins. Donc c'est vrai qu'il faudrait que la société soit plus tolérante
vis-à-vis de la cigarette électronique et à mon avis qu'elle soit beaucoup plus intolérante vis-à-vis du tabac. Je trouve ça fou. Moi, ça me gênerait pas que des gens vapotent sur les terrasses de café, auquel cas j'irai prendre mon café dehors au soleil comme tout le monde, mais je vais à l'intérieur du café parce que si aujourd'hui je vais dehors, je vais me faire enfumer par du tabac. Et là, je sais qu'il y a un tabagisme passif et que c'est très mauvais. Donc je pense qu'il y a vraiment l'interdiction du tabac doit être vraiment augmentée. Et c'est pas de la dénormalisation, c'est juste que c'est toxique pour les autres, c'est tout. Et inversement, les lieux d'usage de la cigarette électronique doivent être conservés pour pousser un maximum de gens à sortir du tabac. Alors, les zones de vapotage évoquées par le projet de loi santé, vous en pensez quoi? Le projet de loi santé, fondamentalement, ce qui est terrible, c'est le doute. Parce qu'à partir du moment où j'interdis, et puis après, en petit plus loin, vous avez « j'autorise dans certaines conditions », eh bien, fondamentalement, vous avez interdit. C'est-à-dire que les gens ne vont retenir que ça, et c'est ce qui se passe, hein, on l'a vu dans la presse, tout le monde dit le tabac est interdit dans les entreprises. Voilà, c'est passé. Hein, vous parlez avec un DRH qui a lu le projet de texte, il dit oui, bah, c'est interdit maintenant, c'est bon, ça va être interdit. Voilà. Donc c'est ce que les gens retiennent. Et donc il n'y a pas de place à la subtilité. Pas de place. Donc c'est subtil cette histoire d'espace. Oui, alors on s'est battu avec Edus, on est allé au ministère pour expliquer pourquoi il ne fallait pas traiter le tabac, la cigarette électronique comme le tabac. On a été entendu, mais les conséquences du texte tel qu'il est rédigé vont être malheureusement une prohibition de la cigarette électronique dans l'entreprise. Alan, de l'EDUS, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques, pardon, cette notion de lieu public, je crois que c'est un des combats de l'association. Est-ce que vous pouvez réagir à cette notion-là, cette interdiction évoquée par le gouvernement pour la vape dans les lieux publics? Vos arguments, vous défendez, j'imagine, donc l'utilisation de la vape dans les lieux publics. Quels sont vos arguments pour défendre cette idée-là? Oui, il y a évidemment une notion de bon sens aussi, parce que nous ne préconisons pas l'utilisation de la vape absolument partout, comme bon semblerait l'utilisateur. Dans les écoles, il y a quand même une certaine discipline à appliquer. Il y a aussi ailleurs une notion de courtoisie. Mais ça, c'est la façon de bien vivre, et ça ne se décrète pas. Ça devient assez ridicule quand on voit un produit de consommation courante dirigé par la loi. On nous dit comment faire, et ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut faire comme les fumeurs. C'est ça ce qu'on nous dit. Oui, c'est ça. Vous étiez paria, eh bien, vous le restez. Allez dehors et fumez votre gadget avec les fumeurs. Et c'est difficile à redire ce que Philippe vient de présenter, parce qu'il a présenté si bien. Ce sont des mots clairs, ce sont des mots honnêtes, tandis que par ailleurs, les vapoteurs entendent d'autres propos, des propos confus. Ah oui, c'est peut-être bien, mais néanmoins, on ne veut pas vous voir. Il ne faut pas que vous fassiez de la publicité pour ce truc, même si c'est beaucoup moins nocif que le tabac. Donc d'un côté, on a des paroles claires. Bah, je te remercie. Alors je vais reprendre la parole parce que en fait, Brice m'a appris qu'il nous restait 5 minutes. Mais c'était important. Donc je vais sauter sur arrêter le tabac ou la vape. C'est évident qu'il faut arrêter le tabac. Les études, on nous reproche souvent qu'il n'y a pas d'études. Alors là, du coup, je me suis replongé dans les études sur les substituts nicotiniques. C'est une grosse farce. Franchement, la plupart même la toute, vous avez la moitié d'abandon. Et vous avez ensuite 5% à 10% de résultats à 1 an. Autrement dit, dans le meilleur des cas, ça va doubler les chances de succès, mais ça reste mince quand on voit le nombre de gens qui réussissent. En tout cas, ces études que l'on nous met toujours sur les substituts nicotiniques, eh bien, elles ne valent pas grand-chose. Et finalement, ce que l'on sait, c'est que, vous l'avez vu avec les SNUS, il nous faudra 20 ans pour avoir des études solides. Mais est-ce qu'il faut attendre 20 ans
pour avoir le courage des Anglais ou le courage qu'a eu le FDT en son temps pour faire des rapports de bon sens à partir des données de la littérature disponible. Non, il faut y aller et on peut s'engager parce qu'on peut très clairement savoir avec ce qui existe ce qui est bon ou pas pour contre le tabagisme. Alors c'est vrai qu'au passage, je citais Bullen, mais c'était pour rigoler un peu, mais je ris un peu jaune parce que je m'interroge. Moi, je vois des cas. Vous savez que quand vous publiez une étude dans le Lancet, par exemple, ça vous rapporte des points pour votre carrière, pour avoir des budgets, etc. Mais avoir publié une étude comme la sienne, dans laquelle qui est très critiquable, qui a été archi critiquée, où on a comparé des cigarettes électroniques de mauvaise qualité avec des substituts nicotiniques envoyés par la poste, enfin, etc. C'était n'importe quoi pour conclure que la cigarette électronique ne faisait pas mieux. Et pour dire en page 7, il faut toujours lire les pages 7 dans les études, que effectivement l'étude serait à refaire parce que maintenant les dispositifs de cigarettes électroniques sont beaucoup plus performants. Cette étude nous a fait un mal énorme. Et moi, je dis, par moment, il faut quand même se dire, il faut mesurer la conséquence de ces actes et pas être inconséquent. Et je pense sincèrement qu'il y a un certain nombre d'études qui paraissent bonnes, mais qui sont franchement mauvaises et toxiques. Donc c'est dommage que finalement il faille supporter ça. Et là je dis bravo les Anglais. Alors je voulais pas vous mettre de drapeau ni la reine d'Angleterre, hein, mais pour signaler le rapport. Mais hein, voilà, Alan, ça te va comme représentation de l'Angleterre? Bon, alors donc on reste là-dessus. Et je terminerai alors ça c'est une découverte plus récente en idée fausse pour moi, mais qui est fondamentale. C'est-à-dire que pendant moi, ce qui est à l'usage en prescrivant la cigarette électronique aux gens, ce qui était fantastique, c'est que j'obtenais très vite des gens qui arrêtent de fumer. C'est pour ça que ça m'avait intéressé. Et par rapport aux substituts nicotiniques, il n'y a pas photo. Et vous multipliez votre score par 5 à 10. Mais après, je voyais des gens rechuter. Et je ne comprenais pas toujours en discutant avec eux. Et en fait, il se passe un phénomène que je n'avais pas du tout mesuré, c'est que notre cerveau a cette aptitude à se lasser de tout. Et maintenant, ce que je fais, et ça marche très très bien, je dis, vous choisissez une boutique, c'est pas la cigarette électronique, vous choisissez une boutique qui vous plaît, chez qui, et là vous trouvez quelqu'un qui discute bien avec vous, et c'est souvent un ancien fumeur qui a arrêté, et il vous fait tester, et vous allez le voir tous les mois, comme une consultation tous les mois. Et là, avec lui, vous discutez des nouveaux arômes, des nouveaux produits, des nouveaux atomiseurs, des nouveaux matériels, etc. Tout ça, c'est pour réenclencher cette envie d'essayer chez le fumeur. Et depuis que je fais ça, je dis aux gens, choisissez votre boutique, eh bien, ça marche vraiment beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de gens qui arrêtent et c'est devenu une méthode que je propage. Et c'est pour ça que je terminerai par ça, que ça, c'est une idée vraie. Les boutiques, il en faut et c'est fondamental pour développer l'usage de la cigarette électronique. Je vous remercie doublement. Merci. Alors juste pour terminer en quelques minutes à peine, on va être très concret. J'aimerais bien qu'on parle de vos recommandations, Alain Depeau de l'EDUS et le médecin Philippe Rel, vos recommandations sur l'usage de la cigarette électronique dans les lieux publics. Donc on l'a dit, mais est-ce qu'on peut le reformuler, Alan? Les lieux publics, en quelques mots. C'est-à-dire que nous avons une loi qui nous menace et qui donne un message assez contradictoire. En ce qui concerne les recommandations, ce sont vraiment des recommandations de bon usage, de courtoisie. Nous sommes pour une vape libre et responsable, c'est-à-dire que quand on va au cinéma, il ne faut pas quand même que ce soit comme dans le bon vieux temps des années 50, on ne peut pas voir l'écran pour les nuages. Donc là, vous faites référence à la charte de bonne conduite, de bonne utilisation qui a été proposée par SOS Addiction, c'est ça, récemment? Il y a en effet une charte de bonne conduite et du reste, Philippe Presle en est en partie responsable, ainsi que l'EDUS du reste. Et c'est une charte de bonne conduite, une charte pour les employeurs, pour les partenaires sociaux. Et c'est triste qu'il semblerait que personne parmi les législateurs, personne du ministère de la Santé en ait tenu compte. C'est bien comme cela qu'on change qu'on fait évoluer les comportements.
c'est en impliquant les usagers eux-mêmes, les personnes intéressées. Mais voilà qu'on se retrouve avec des lois. Et franchement, pour beaucoup des personnes concernées, on a quand même tendance ensuite de faire comme durant la Prohibition, durant les années 20 et 30 aux États-Unis. La loi est une très, très mauvaise façon d'essayer de changer des comportements quand les personnes concernées savent que ces comportements n'ont pas vraiment à être changés, qu'il n'y a pas de fond, de données, de faits derrière cela. Le grand problème de ces lois au pluriel, c'est le message confus que cela donne. Que la cigarette électronique, il y a quelque chose autour de cela qui est dangereux. On ne veut pas vous voir dans les lieux publics. On utilise des arguments fallacieux, que ça a la même apparence que de fumer. Et en France, justement, les produits qui ont la même apparence que les cigarettes classiques sont presque inconnus. Je crois que la part de marché, n'est que de 5 à 10%, et plutôt vers les 5%. En France, on utilise des produits qui ont l'air comme des stylos-plumes ou comme des sabres laser. Il n'y a pas du tout d'apparence similaire au tabac. Donc pourquoi est-ce qu'on nous prétend le contraire? On sait que c'est faux. Ce message est fait pourquoi? Peut-être pour faire peur aux fumeurs. Que eux, ils ne viennent pas s'aventurer sur le terrain de la vape. Donc l'EDUS, aujourd'hui, cette association recommande, ou en tout cas soutient l'idée selon laquelle il faut autoriser la vape dans les lieux publics en appliquant des règles de bonne conduite assez simples. On les a évoquées dans la charte qui avait été proposée récemment. Là, il y a à peu près une dizaine de points à peine. C'est quelque chose qui est quand même assez simple à mettre en place. Donc c'est ça la position de l'EDUS, je me trompe pas? Exactement cela. D'accord. Le bon sens et la courtoisie. La courtoisie. Bon, bah écoutez, on va continuer ces débats après la pause déjeuner. On va reprendre à 13h45. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Et on attaque le début d'après-midi tout à l'heure sur la directive européenne et la loi de santé. Voilà, merci à tous.